Imaginez un instant le silence. Pas n'importe quel silence. Pas celui d'une pièce vide, mais celui qui tombe sur un pays tout entier, comme une chape de plomb, lorsque l'impensable se produit. Nous sommes fin décembre 2025. Les dépêches tombent, les écrans s'allument, et une onde de choc traverse la France, l'Europe, le monde. Brigitte Bardot s'est éteinte. À 91 ans, celle qui fut le visage de la France, celle qui fut plus célèbre que le général de Gaulle, plus scandaleuse que la révolution sexuelle elle-même, a tiré sa révérence. Mais au moment où les hommages pleuvent, où les images en noir et blanc inondent nos rétines, une autre histoire commence à émerger. Une histoire beaucoup plus sombre, beaucoup plus complexe, et infiniment plus tragique que celle que les magazines sur papier glacé nous ont vendue pendant 70 ans. Car en partant, Bébé n'a pas seulement laissé un vide culturel immense. Elle a laissé un testament. Un document qui a fait l'effet d'une bombe au sein de sa propre lignée. On parle d'une fortune estimée à plus de 65 millions d'euros. Des propriétés mythiques. Des droits d'auteur colossaux. Et pourtant, sa famille, son fils unique, ses petites filles, se retrouvent face à une réalité qui dépasse l'entendement. Ce n'est pas une histoire d'héritage classique. C'est l'histoire d'une vengeance posthume, ou peut-être, d'un acte d'amour si radical qu'il en est devenu incompréhensible pour le commun des mortels. Comment une mère peut-elle en arriver là? Pourquoi l'icône mondiale a-t-elle choisi de tout brûler, de tout liquider, de tout donner à d'autres qu'à son propre sang? Avant de plonger dans les secrets de ce testament explosif et de vous révéler les détails précis de cette fortune qui fait pleurer sa famille, je vous invite, si vous appréciez ce travail d'investigation, à nous soutenir par un simple j'aime. C'est un petit geste pour vous, mais pour nous, c'est immense. Merci infiniment. Maintenant, rembobinons. Pour comprendre la fin, il faut revenir au tout début. Car la blessure qui a conduit à cet héritage impossible ne date pas d'hier. Elle est née bien avant la gloire, dans le silence feutré d'un appartement bourgeois du 16e arrondissement de Paris. Brigitte Bardot n'est pas née star. Elle est née dans une cage dorée. Fille de Louis Bardot, industriel rigide, et d'Anne-Marie Mussel, mère au foyer obsédée par les apparences, la petite Brigitte grandit dans un monde où l'émotion est un défaut et le désordre un péché. Imaginez une enfance où l'on vous voit, où l'on vous apprend à marcher avec des livres sur la tête, où chaque élan de tendresse est réprimé par une étiquette sociale glaciale. C'est ici, dans cette austérité affective, que se forge la première faille. Brigitte a soif d'amour, mais on lui donne de la discipline. Elle rêve de liberté, mais on l'enferme dans la danse classique. Ce que ses parents ne voient pas, c'est qu'en comprimant ainsi cette énergie vitale, ils sont en train de créer une bombe atomique. Et la bombe explose en 1956. Le monde découvre Astérisque et Dieu, créa la femme Astérisque. En quelques semaines, Brigitte Bardot n'est plus une personne. Elle devient un concept. Une obsession. Les hommes la désirent, les femmes la jalousent, l'Église la condamne. Mais parlons argent, car c'est là que le paradoxe commence. À la fin des années 50, Bébé est l'actrice la mieux payée d'Europe. Il faut réaliser ce que cela signifie à l'époque. Elle gagne plus que les grands capitaines d'industrie. Pour des films comme Astérisque Babette s'en va en guerre Astérisque ou Astérisque la vérité Astérisque, elle touche des cachets qui, ajustés à l'inflation, feraient tourner la tête des stars actuelles d'Hollywood. Elle négocie des pourcentages sur les recettes, une pratique rarissime pour une femme dans un milieu dominé par les hommes. L'argent coule à flot. Les studios américains, la MGM, la Fox, lui déroulent le tapis rouge. Ils lui proposent des contrats en or massif, des millions de dollars garantis, des villas à Los Angeles, une carrière toute tracée à la Elizabeth Taylor ou Marilyn Monroe. N'importe qui aurait signé. N'importe qui aurait pris l'argent et la sécurité. Mais Brigitte dit non. Pourquoi? C'est là que réside la première clé de l'énigme de son héritage. Trop loin, trop dangereux, dit-elle. Elle ne parle pas de danger physique. Elle parle de son âme. Elle sent, avec une intuition animale, qu'Hollywood va la dévorer, la transformer en produit, lui voler ce qu'il lui reste de liberté. Elle refuse des fortunes colossales pour rester en France, pour rester près de ses racines, près de sa réalité. Déjà, à 25 ans, elle montre au monde que l'argent n'est pas son maître. C'est un outil, tout au plus. Mais cette attitude désinvolte cache un drame. Brigitte accumule de la richesse, oui, mais elle ne la protège pas. Elle refuse de faire de son nom une marque déposée, comme le feront plus tard les Kardashian ou les Jenner. Des milliers d'entreprises vendent des poupées Bardot, des serviettes Bardot, des cendriers Bardot. Elle ne touche pas un centime. Son biographe, Yves Bigot, estimera plus tard que cette négligence lui a coûté des dizaines de millions d'euros. Mais Brigitte s'en fiche. Elle est occupée à survivre. Car derrière les paillettes, la femme souffre le martyre. C'est un aspect de sa vie que l'on oublie souvent. La célébrité de Bardot n'était pas celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de filtres, pas de barrières. C'était une chasse à l'homme, ou plutôt, une chasse à la femme.
Les paparazzi campaient dans son jardin, escaladaient ses murs, louaient des hélicoptères pour la photographier dans son intimité. Elle ne pouvait pas sortir acheter du pain sans provoquer une émeute. « Je suis une bête traquée », dira-t-elle un jour. Et cette phrase n'est pas une métaphore. Elle vit dans une peur constante. Et c'est dans ce climat de terreur psychologique qu'arrive l'événement qui va sceller le sort de son héritage familial. Janvier 1960. La naissance de Nicolas. Si vous êtes touché par la complexité de cette vie, par cette lutte entre la lumière publique et les ténèbres privées, je vous invite humblement à vous abonner à notre chaîne. Nous explorons chaque semaine les destins brisés derrière les légendes. Votre soutien nous est précieux. Merci. Revenons à ce moment fatidique. La grossesse de Brigitte Bardot n'est pas un heureux événement. C'est un cauchemar médiatique. Elle doit se cacher pendant 9 mois. Elle ne peut pas sortir, pas voir de médecin librement. Elle accouche chez elle, volet clos, tandis qu'une meute de photographes hurle son nom dehors. Elle racontera plus tard, avec une honnêteté brutale qui choquera le monde entier, qu'elle a vécu cet accouchement comme une invasion. C'était comme une tumeur qui se nourrissait de moi, écrira-t-elle dans ses mémoires. Des mots terribles. Des mots impardonnables pour beaucoup. Mais des mots qui traduisent une détresse psychologique immense. Lorsque Nicolas naît, le lien ne se fait pas. Brigitte est épuisée, traumatisée, vidée. Elle regarde cet enfant et elle ne voit pas un fils, elle voit la raison de sa prison. Elle confie la garde au père, Jacques Charrier, et s'éloigne. C'est ici que la fracture se crée. Une fracture qui ne se refermera jamais. Nicolas grandit loin d'elle, élevé par la famille Charrier. Il grandit sans sa mère, ou pire, avec l'image d'une mère qui appartient à tout le monde sauf à lui. Pendant ce temps, Brigitte continue sa course folle. Elle enchaîne les films, les amours, les scandales. Elle achète la Madrague, cette petite maison de pêcheur à Saint-Tropez qui deviendra son refuge, sa forteresse. Elle la paie une bouchée de pain à l'époque, sans savoir que ces murs deviendront plus tard l'objet de toutes les convoitises. Mais en 1973, tout bascule. À 39 ans, en pleine gloire, alors qu'elle est encore la plus belle femme du monde, Brigitte Bardot dit stop. Elle arrête le cinéma. Définitivement. Brutalement. Le monde est stupéfait. On pense à un caprice. On pense qu'elle reviendra. Elle ne reviendra jamais. Ce jour-là, elle ne renonce pas seulement à la gloire. Elle renonce à la source de sa fortune. Elle coupe le robinet à millions. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé une nouvelle raison de vivre. Une raison qui, à ses yeux, vaut plus que tous les cachets d'Hollywood, plus que tous les bijoux de la place Vendôme, et tragiquement, plus que sa propre famille. Les animaux. C'est le début de la deuxième vie de bébé. Et c'est aussi le début de la dilapidation de sa fortune. Car Brigitte ne veut pas être une marraine de charité qui coupe des rubans. Elle veut être une guerrière. Et la guerre, ça coûte cher. En 1986, lorsqu'elle crée la fondation Brigitte Bardot, elle se heurte à un mur, il lui faut de l'argent. Beaucoup d'argent. 3 millions de francs de l'époque pour obtenir le statut d'utilité publique. Elle n'a pas cette somme en liquide. Ses comptes sont à sec, car elle a vécu sans compter, sans investir, sans thésauriser. Alors, elle prend une décision qui va sidérer ses proches. Elle décide de se vendre elle-même. Imaginez la scène. Nous sommes à l'hôtel Drouot, à Paris. C'est une vente aux enchères historiques. Brigitte a vidé ses placards, ses coffres, ses tiroirs. Tout y passe. Sa robe de mariée portée lors de son union avec Roger Vadim. Le diamant spectaculaire offert par le milliardaire Gunther Sachs, cet homme qui avait fait pleuvoir des roses rouges sur la Madrague depuis un hélicoptère. Ses guitares, ses disques d'or, ses meubles, ses souvenirs les plus intimes. Elle vend tout. Les journalistes lui demandent si elle n'est pas triste de se séparer de son passé. Sa réponse claque comme un coup de fouet, j'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes. Maintenant, je donne mon expérience et ma sagesse aux animaux. Ce n'est pas une phrase en l'air. C'est une liquidation totale. Elle récupère les millions nécessaires et lance sa fondation. Mais elle ne s'arrête pas là. Au fil des années, c'est une véritable hémorragie financière volontaire qu'elle organise. Elle fait don de la Madrague à la fondation. Oui, vous avez bien entendu. La maison mythique, estimée aujourd'hui à plusieurs dizaines de millions d'euros, ne lui appartient plus vraiment. Elle s'en réserve l'usufruit, le droit d'y vivre jusqu'à son dernier souffle, mais la nue propriété revient à la cause animale. C'est un coup de maître juridique. Et c'est aussi un coup de poignard pour ses héritiers naturels. Car en transférant la propriété de son vivant, elle s'assure que cette maison ne pourra jamais être vendue par sa famille, ne pourra jamais devenir une résidence de vacances pour ses petits-enfants, ni être transformée en hôtel de luxe. La Madrague deviendra un musée, un sanctuaire, dont les revenus financeront la lutte pour les phoques, les chiens errants et les chevaux de trait. Mais le plus dur est à venir. En 1996, Brigitte publie ses mémoires, astérisque initial B.B astérisque.
Le livre est un succès mondial, mais pour Nicolas, son fils, c'est une déclaration de guerre. Dans ces pages, Brigitte ne prend pas de gants. Elle décrit sa grossesse comme un calvaire, son fœtus comme une tumeur. Elle écrit cette phrase terrible, qui restera gravée dans l'histoire de la cruauté maternelle: « J'aurais préféré accoucher d'un petit chien ». Nicolas est dévasté. Il a alors 36 ans. Il a construit sa vie loin d'elle, en Norvège, où il s'est marié avec un mannequin, Anne-Lynn Bjerkan. Il a 2 filles, Anna Camilla et Thea Joséphine. Il a tout fait pour être un homme normal, loin de la folie Bardot. Et voilà que sa mère l'humilie publiquement, devant la terre entière. Il l'attaque en justice. Un fils qui traîne sa mère au tribunal pour atteinte à l'intimité de la vie privée et familiale. C'est du jamais vu. Il gagne. Brigitte est condamnée à lui verser des dommages et intérêts. Mais l'argent ne répare pas les cœurs. Le lien est brisé, calciné. Alors, quand vient l'heure du bilan, quand la fin approche, la question de l'héritage devient le symbole de cet échec relationnel absolu. En France, la loi est stricte. On ne peut pas déshériter totalement ses enfants. C'est la réserve héréditaire. Nicolas a droit, légalement, à 50% du patrimoine de sa mère au jour de son décès. C'est inaliénable. Mais Brigitte a été plus maligne. Ou plus désespérée, selon le point de vue. Puisqu'elle ne peut pas le déshériter légalement, elle a vidé l'héritage de sa substance. C'est une stratégie implacable. Si le patrimoine au jour de la mort est réduit à peau de chagrin, alors 50% de pas grand-chose, ça reste pas grand-chose. La madrague? Donnée à la fondation. Les bijoux? Vendus aux enchères. Les liquidités? Dépensées dans les campagnes anti-fourrure, dans les procès contre les chasseurs, dans le soutien au refuge. Les droits d'image? Cédés ou gérés de manière à ce que les revenus alimentent la fondation. Au moment de sa mort, la fortune personnelle de Brigitte Bardot, celle qui est héritable, ne représente qu'une fraction infime de ce qu'elle a généré au cours de sa vie. Les 65 millions de dollars dont parlent les estimations? Ils sont immobilisés dans la structure de la fondation. Ils servent une cause, pas une famille. C'est là que réside la véritable tragédie. Ce n'est pas une question d'avarice. Brigitte Bardot ne gardait rien pour elle. Elle vivait simplement, presque chichement, dans sa maison de Saint-Tropez. Elle conduisait une vieille 4 litres, s'habillait sans fioritures, mangeait des légumes de son jardin. Elle n'aimait pas le luxe. Le luxe, c'est de l'argent qu'on n'a pas le courage de donner, disait-elle. Non, ce n'était pas de l'avarice. C'était un choix philosophique radical. Pour Brigitte, les animaux ne l'ont jamais trahi. Ils ne l'ont jamais jugée. Ils ne l'ont jamais vendue aux tabloïds. Ils ne l'ont jamais traitée d'objet sexuel. Ils l'ont aimée pour ce qu'elle était, une âme blessée qui leur tendait la main. Les humains, eux, l'ont dévorée. Les hommes l'ont trompée. Le public l'a adulée puis lynchée. Son propre fils est devenu un étranger, un adversaire juridique. Alors, dans sa logique à elle, une logique forgée par la douleur et la solitude, il était impensable que sa fortune aille aux humains. Elle devait retourner à ceux qui lui avaient sauvé la vie, les bêtes. Imaginez la lecture du testament. Nicolas Charrier, cet homme de 65 ans, face au notaire. Il découvre que sa mère a tenu parole jusqu'au bout. Il n'y a pas de trésor caché. Pas de compte secret en Suisse pour lui. Juste le strict minimum légal. Et surtout, cette confirmation ultime, elle a préféré les phoques, les chiens et les chats à sa propre chair. C'est une violence symbolique inouïe. Mais il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille. Grâce à ce sacrifice, la Fondation Brigitte Bardot est devenue l'une des organisations de protection animale les plus puissantes au monde. Elle emploie des centaines de personnes, soutient des milliers de refuges, fait changer des lois. L'héritage de bébé, ce n'est pas de l'argent qui dort sur un compte en banque familiale. C'est de l'action. C'est du vivant. C'est peut-être cela, la véritable leçon de cette histoire. Brigitte Bardot n'a pas cherché à être une bonne mère, ni une bonne grand-mère, au sens conventionnel du terme. Elle a accepté d'être le mauvais rôle dans sa propre famille pour être l'héroïne de millions d'animaux sans défense. Elle a sacrifié l'intimité pour la cause. Elle a sacrifié la paix familiale pour la mission. Elle a sacrifié sa fortune pour ses idéaux. Est-ce monstrueux? Ou est-ce héroïque? La ligne est si fine. Aujourd'hui, Nicolas vit toujours en Norvège. Ses filles sont grandes. Elles n'ont pratiquement pas connu leur grand-mère. Elles ont vu l'icône à la télé, comme vous et moi. Elles ont su que cette femme légendaire préférait passer Noël avec ses chèvres et ses chiens plutôt qu'avec elle. C'est une blessure qui ne se referme pas avec des chèques, même gros. La fortune de Brigitte Bardot ne fera pas de ses descendants des milliardaires oisifs. Elle ne financera pas des yachts sur la Côte d'Azur. Elle continuera, bien après sa mort, à acheter des camions pour les refuges, à payer des avocats pour attaquer les abattoirs, à financer des campagnes de stérilisation. Bardot a fait en sorte que son argent travaille éternellement pour ceux qui n'ont pas de voix.
Elle a transformé son patrimoine en arme de guerre. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question, et je vous demande d'y répondre avec votre cœur dans les commentaires. Si vous aviez vécu la vie de Brigitte Bardot, traquée, incomprise, blessée par les humains, auriez-vous fait le même choix? Auriez-vous tout donné à une cause, quitte à léser votre propre famille? C'est une question qui dérange, je sais. Mais c'est la question que Bébé nous laisse en héritage. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour ce voyage dans la vie de cette femme complexe, brûlante et insaisissable. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur le sens de l'héritage et de l'amour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains portraits. Nous avons besoin de vous pour continuer à raconter ces histoires. Prenez soin de vous, de vos proches, et même de vos animaux. Et surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime. Mais attendez. L'histoire ne s'arrête pas à la signature d'un testament. Pour vraiment saisir la portée de ce geste, il faut descendre encore plus profond dans l'abîme de la relation entre l'argent, la gloire et la solitude chez Bardot. Il faut comprendre comment chaque décennie a ajouté une pierre à ce mur infranchissable qu'elle a bâti entre elle et les humains. Revenons aux années 60. L'âge d'or. Et l'âge de la destruction. On parle souvent des amants de Bardot comme des trophées. Roger Vadim, le Pygmalion. Jean-Louis Trintignant, l'amour-passion. Samy Frey, l'amour intellectuel. Serge Gainsbourg, l'amour explosif. Günther Sachs, l'amour milliardaire. Chacun de ces hommes a joué un rôle dans son rapport à l'argent. Vadim lui a appris à ne pas se soucier du lendemain. Mais c'est Günther Sachs qui a marqué un tournant. Günther était l'héritier de l'Empire Opel. Un playboy magnifique, démesuré. Pour la séduire, il ne lui offre pas un bouquet, il fait larguer des tonnes de pétales de rose par hélicoptère sur la Madrague. Avec lui, Brigitte découvre un monde où l'argent n'a plus aucune signification car il est infini. Les voyages en jet privé, les soirées à Saint-Moritz, les diamants. Mais au lieu de la rendre matérialiste, cette opulence provoque chez elle l'effet inverse. Elle est écœurée. Elle voit la vacuité de ce monde. Elle voit les faux amis, les parasites, les profiteurs qui gravitent autour du carnet de chèques de Günther. C'est à cette époque qu'elle commence à se radicaliser. Elle réalise que ses chiens, eux, s'en fichent que Günther soit riche ou pauvre. Ils s'en fichent qu'elle soit la star du box-office ou une inconnue. Ils l'aiment, point final. Cette pureté devient sa drogue. Et l'argent humain devient sale à ses yeux. Il y a une anecdote peu connue, mais révélatrice. Un jour, lors d'un dîner mondain, un producteur lui propose un pont d'or pour un film qu'elle trouve médiocre. Elle refuse. Le producteur insiste, double la mise. Brigitte se lève, prend son chien dans ses bras et quitte la table en disant « Mon chien n'aime pas votre odeur ». Ce n'était pas une blague. Elle faisait plus confiance à l'instinct de ses bêtes qu'au contrat des hommes. Cette méfiance viscérale va contaminer sa relation avec son fils. Nicolas a grandi avec le poids de cette absence. Imaginez être le fils de la femme la plus désirée du monde, et savoir qu'elle ne vous désire pas, vous, en tant que fils. C'est une blessure narcissique mortelle. Quand Nicolas devient adulte, il tente de se rapprocher. Mais il se heurte à la fondation. La fondation n'est pas juste une entité juridique, c'est le troisième enfant de Brigitte, celui qu'elle a choisi, celui qu'elle a porté, celui qu'elle nourrit. Nicolas est en concurrence directe avec des phoques et des ânes pour l'attention et les ressources de sa mère. Et dans cette compétition, il perd. Toujours. La gestion de la Madrague en est l'illustration parfaite. Pour n'importe quelle famille, une telle propriété est le lieu de rassemblement, le lieu où l'on crée des souvenirs transgénérationnels. Les petits-enfants apprennent à nager dans la crique, on fait des grands repas sous les pins parasols. Chez Bardot, la Madrague est un couvent. Pas d'enfants qui courent et qui crient, Brigitte déteste le bruit. Pas de grands repas de famille, elle préfère manger sur le pouce avec ses animaux. La maison est dédiée au silence et aux bêtes. Les rares fois où Nicolas est venu avec sa famille, l'ambiance était, selon les témoins, électrique. Brigitte ne savait pas faire grand-mère. Elle ne savait pas jouer à la poupée ou raconter des histoires. Elle était maladroite, distante, impatiente de retourner à ses chats. Pour Nicolas, voir cette maison, qui aurait dû être son héritage affectif et financier, se transformer sous ses yeux en futur musée, a dû être une torture lente. C'est comme regarder son propre passé être effacé pour être remplacé par une cause publique. Mais attention, ne tombons pas dans la caricature de la méchante sorcière. Brigitte Bardot a aussi été victime d'un système. N'oublions pas qu'à ses débuts, elle était mineure. Elle a signé des contrats qu'elle ne comprenait pas. Elle a été exploitée par une industrie qui voyait en elle une poule aux œufs d'or. Si elle est devenue si dure avec l'argent, c'est aussi parce qu'elle a vu comment l'argent corrompt tout. Elle a vu des amis la trahir pour vendre des photos d'elle à la presse. Elle a vu des amants essayer de profiter de sa notoriété. Sa décision de tout donner à la fondation est aussi une forme de protection ultime.
En ne laissant rien, ou presque, à sa famille humaine, elle s'assure qu'ils ne seront pas corrompus par cet argent maudit. C'est une logique tordue, certes, mais c'est une logique. Je ne veux pas qu'ils s'entretuent pour mes millions, a-t-elle peut-être pensé. Avec la fondation, c'est clair, net et précis. L'argent a une mission. Il ne servira pas à acheter des Ferrari. Parlons maintenant de l'impact concret de cet héritage. Car c'est là que bébé gagne son pari contre le temps. Grâce à sa fortune, la fondation a pu acquérir des terrains pour créer des refuges modèles. Elle finance des campagnes de vaccination en Europe de l'Est pour les chiens errants, évitant ainsi des massacres barbares. Elle intervient lors de catastrophes naturelles pour sauver le bétail. Elle a un poids politique à Bruxelles et à Paris. Quand Brigitte Bardot mourra, son nom ne sera pas sur une pierre tombale oubliée. Il sera sur des frontons de refuge, sur des lois, sur des actions concrètes. C'est une forme d'immortalité que l'argent seul ne peut pas acheter. Il faut l'argent ôter la vision. Et sa famille dans tout ça? Nicolas Charrier a réussi sa vie sans l'argent de sa mère. Il a fait des études, il a travaillé, il a construit son propre foyer. Peut-être que le plus beau cadeau que Brigitte lui a fait, paradoxalement, c'est de l'avoir forcé à ne pas être le fils de. En ne lui donnant rien, elle l'a obligé à être lui-même. C'est une lecture optimiste, je vous l'accorde. Mais c'est une possibilité. Quant à ces petites filles, elles vivent dans l'anonymat, protégées de cette folie médiatique. Elles n'auront pas les millions de grands-mamans, mais elles ont la paix. Et quand on voit le destin tragique des héritiers d'autres grandes stars, pensez aux enfants de Presley, de Hallyday, de Delon, on se dit que parfois, l'absence d'héritage est une bénédiction déguisée. Brigitte Bardot laisse derrière elle une fortune qui fait pleurer sa famille, oui. Des larmes de tristesse, de frustration, d'incompréhension. Mais elle laisse au monde une leçon de cohérence absolue. Elle a vécu comme elle l'entendait. Elle est morte comme elle l'avait décidé. Sans compromis, sans excuse. Elle a regardé l'humanité dans les yeux et elle a dit « non ». Elle a regardé un bébé phoque sur la banquise et elle a dit « oui ». Tout est là. Dans ce choix binaire, brutal, définitif. Alors que le soleil se couche sur la Madrague et que le monde s'apprête à tourner la page Bardot, il reste le bruit des vagues et peut-être, au loin, l'aboiement d'un chien sauvé qui, sans le savoir, doit sa vie à la femme qui a refusé d'être une mère pour devenir une sainte des animaux. C'est une histoire qui nous hantera longtemps. Car elle touche à nos tabous les plus profonds, l'argent, le sang, la maternité, la mort. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce récit jusqu'au bout. Votre attention est notre plus belle récompense. Si vous pensez que cette analyse mérite d'être entendue, partagez-la. Discutez-en. Et si vous ne l'avez pas encore fait, un petit clic sur s'abonner nous aiderait énormément à continuer ce travail de mémoire. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, derrière chaque grande fortune, il y a souvent une grande solitude. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.